vous avez des présentations cliniques qui peuvent être très différentes d'un patient à l'autre. Si vous ne prenez pas en compte les spécificités, c'est-à-dire le phénotype de l'anorexique et dans sa diversité, et que vous appliquez une prise en charge qui est stéréotypée, protocolisée, vous ne répondez pas non seulement aux besoins de l'adolescent et de sa famille, et en plus, vous risquez de ne pas être très efficace. Donc aujourd'hui, les mots-clés, on va dire, de la prise en charge de l'anorexie, c'est une prise en charge qui se doit d'être transdisciplinaire, individuelle, familiale, et qui doit venir s'articuler avec l'environnement du patient et puis l'accompagner sur une trajectoire de soins qui va durer quelques mois ou qui va durer quelques années, puisque lorsqu'on prend en charge initialement un patient anorexique, on n'a pas forcément l'idée, alors on peut le pressentir, mais on n'a pas forcément l'idée de la durée qui va être nécessaire pour cette prise en charge et pour ces soins, parce que dans la réalité, c'est de quelques mois à plusieurs années. Le maître mot, c'est l'alliance et c'est la confiance. Moi, je dis souvent aux ados et à leurs familles, ça va nous prendre du temps, plusieurs consultations, juste pour une chose, c'est que vous m'accordiez votre confiance. Et ça, c'est évident que ce n'est pas parce qu'on est médecin a priori spécialiste de la question ou autre que la confiance vient de façon évidente. La confiance, ça se mérite, et d'autant plus quand on commence à parler d'hospitalisation et d'hospitalisation de longue durée, de soins prolongés. Il faut absolument qu'il y ait une confiance absolue pour que les parents acceptent de nous confier leur adolescent. Et tant que les ados sentent que les parents sont réticents, parce que les parents ne sont pas en confiance ou que les parents sont coupables, l'adolescent n'investit pas les soins ou investit les soins de façon très très partielle. Ce n'est pas parce que le patient normalise son poids que la partie est gagnée et qu'il faut parfois, au contraire, nous, en tant que médecins somaticiens, médecins de l'adolescence, médecins généralistes, c'est accompagner, être garant du cadre de soins et de la trajectoire de soins, du projet de soins. Et ça peut être effectivement, ton trouble anorexique va mieux, ton poids s'est normalisé, tu as retrouvé tes règles. Par contre, moi j'ai quand même l'impression que sur le plan psychique, tu restes en souffrance, il y a tel et tels éléments. Et je te conseille vraiment d'aller voir un spécialiste et de donner des coordonnées et d'adresser, même si le symptôme anorexique, au fond, est en train de se résoudre. L'essentiel dans cette pathologie, c'est de tenir bon. Ça, c'est, je pense, vraiment une caractéristique, une qualité nécessaire alors pour les parents, pour les professionnels et pour l'ado. Parce qu'évidemment, on imagine que sur 5 ou 10 ans de suivi, les moments de découragement, d'épuisement et puis d'idées comme ça d'incurabilité, parce que c'est quand même compliqué lorsqu'on accompagne un ado et des parents pendant 5 ou 10 ans, de continuer à les persuader, à les convaincre que, ok, ça fait 10 ans, mais regardez, en 10 ans, tout ce qui a progressé, mais elle a toujours 15 IMC, elle a toujours pas ses règles. Ok, peu importe, c'est sa temporalité à elle. Une notion importante, c'est la notion de temporalité. Je veux dire, chaque individu a sa temporalité propre en termes de développement personnel. C'est la même chose en termes de développement pubertaire adolescent, et c'est la même chose en termes de guérison de l'anorexie mentale. Les parents ont souvent l'impression, alors ils n'ont pas forcément tort, les parents ont souvent l'impression que si on intervient rapidement, qu'on hospitalise tout de suite dès la perte des premiers kilos un adolescent anorexique, on va le soigner, on va le guérir. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et qu'il faut respecter la temporalité du patient, la temporalité du symptôme anorexique et savoir être patient. Chez certains, ce sera réglé en 1 an, chez d'autres, il faudra 10 ou 15 ans. Mais c'est peut-être à ce prix-là et parce qu'on aura tenu bon qu'on permettra à un ado qu'on a rencontré à l'âge de 12 ans d'être à 20 ans ou 25 ans un individu adulte qui va bien et qui peut mener sa vie de la façon la plus libre et la plus autonome possible. On rencontre plusieurs difficultés parce que déjà l'anorexie n'est pas forcément comprise, connue de l'environnement familial, qu'il va falloir trouver les mots pour expliquer et amener les parents et l'adolescent aux soins. Que deuxièmement, dans sa présentation, là aussi, la peur de grossir, la trouble de l'image du corps peuvent être aussi variables en fonction des populations. Et que parfois, effectivement, on va avoir des expressions symptomatiques comme des expressions, parfois des symptômes qui pourraient être pris pour des formes délirantes, par exemple d'anorexie mentale, chez des patients de culture africaine, alors que de fait, ce sont que des expressions culturelles de leurs symptômes. Donc l'anorexie mentale survient aussi dans ces populations-là. Il faut en connaître les spécificités, comme on pourrait en parler pour les spécificités de l'anorexie du garçon.
Ce sont des anorexies qui surviennent sur d'autres types de populations que l'anorexie classique de la jeune fille caucasienne, mais qui pour autant nécessitent des soins qui sont non seulement les mêmes, dans lesquels on doit ajouter aussi la dimension transculturelle, afin de permettre non seulement à l'adolescent de s'investir dans les soins, mais surtout, ce qui est très important, c'est de permettre aux parents d'investir les soins. Et si on ne vient pas autoriser ces parents par la dimension transculturelle à entrer dans les soins, on passe à côté de l'adolescent et de son symptôme. Depuis une dizaine d'années, les maisons des adolescents se sont développées sur le territoire. La maison de Solesnes a été effectivement l'une des premières maisons pour adolescents, avec comme mission initiale, alors des missions qui étaient diverses, mais comme mission initiale d'accueillir l'adolescent, d'accueillir son mal-être individuel, d'accueillir ses pathologies et les pathologies inhérentes à l'adolescence, d'accueillir les familles qui se sentent souvent extrêmement démunies, que ce soit face à un dysfonctionnement transitoire de l'adolescent ou face à des pathologies plus sévères, et puis d'accueillir aussi tous les professionnels et de fédérer au fond une réflexion et une présence autour de ces adolescents et de leurs familles qui puissent effectivement se construire de façon assez homogène dans les différentes régions de France. Cette structure a été ouverte en décembre 2004, on est donc maintenant une dizaine d'années, on fêtera bientôt, d'ailleurs dans quelques jours, les 10 ans de la Maison de Solesnes. La Maison de Solesnes, elle a une particularité qui est au fond d'être aussi un service hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que c'est une maison des adolescents comme toutes les maisons des adolescents qui viennent répondre à un certain nombre de missions, de prévention, d'éducation, sanitaire, etc. Mais elle a aussi la chance, grâce à la qualité de la structure et de l'outil, de pouvoir fonctionner comme un service hospitalier, donc d'offrir du soin. C'est-à-dire qu'on a effectivement vocation à accueillir l'adolescent, à l'évaluer, à l'orienter, mais on peut aussi venir lui proposer du soin, et du soin dans toutes ses dimensions, ainsi que de l'accompagnement sur le plan éducatif, social, juridique. Les outils de soins qui sont proposés dans le cadre de la Maison de Solesnes, ce sont des outils aujourd'hui qu'on nomme transdisciplinaires, c'est-à-dire que la particularité probablement d'une maison comme la Maison de Solesnes, qui est une maison des adolescents, c'est la mixité. C'est vraiment un terme aujourd'hui qui vraiment résonne dans cette structure. La mixité des professionnels qui vient intervenir auprès des adolescents, la mixité des pathologies, puisque s'y croisent pathologies psychiques, pathologies pédiatriques, pathologies autour des conduites alimentaires, des maladies de la nutrition, etc. Et puis mixité aussi en termes d'environnement et de travail en réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Maison de Solesnes, elle vient aussi fédérer les professionnels, qu'ils soient hospitaliers, extra-hospitaliers, libéraux, et on est aussi là pour permettre aux professionnels de travailler en réseau, de venir trouver ici des ressources pour aborder l'adolescence et ses problématiques. Et effectivement, les professionnels viennent nous rencontrer, et puis nous, on a aussi l'occasion, justement, à partir de la Maison de Solesnes, d'essayer de diffuser, de transmettre, d'enseigner, de former des professionnels médicaux, mais également non médicaux, sur les pathologies spécifiques à l'adolescence, et puis sur aussi en particulier les troubles des conduites alimentaires.